Salut le monde, moi je suis docteur Armen, professeur Armen Astvatsatrian des rêves en Arménie. Et aujourd'hui on va parler de l'angor instable. L'angor instable, bien, insuffisance coronaire aiguë, angor de pré-infarctus, syndrome intermédiaire, mais à mon avis, syndrome de menace plus correct. Bon, ça ne change rien. L'angor instable provient d'une obstruction aiguë d'une artère coronaire sans infarctus de myocarde. Les symptômes comprennent une gêne thoracique avec ou sans dyspnée, nausées et transpiration, donc la végétation. Le diagnostic repose sur l'ECG et sur l'éventuelle présence de marqueurs sérologiques. Le traitement consiste en des médicaments antiplaquettaires, des anticoagulantes, des nitrates, des statines et des bêta-bloqueurs. Une coronarographie avec une intervention percutanée ou bien pontage aorto-coronarien est souvent nécessaire. L'angor instable est un type de syndrome coronarien aigu qui est défini lorsque le patient présente un ou plusieurs des éléments suivants et que le marqueur cardiaque ne répond pas aux critères classiques d'infarctus aigu du myocarde. Donc c'est angor, hein? Angor de repose qui se prolonge, habituellement plus que 20 minutes. Angor d'apparition récente au moins de classe de sévérité 3 de classification de la Canadienne Cardiovasculaire Société. Augmentation de l'angor, c'est-à-dire l'angor diagnostique antérieur devenu nettement plus fréquent, plus sévère, de plus longue durée ou de seuil à baisse, ou de seuil à baisse, par exemple, augmenté de plus qu'une première classe de Canadian Cardiovascular Society ou classé au moins en classe de 3 de cette société, Canadian Cardiovascular Society. L'angor instable est cliniquement instable, imprévisible donc, et souvent un prélude d'infarctus. Prélude de quoi? Prélude à infarctus, du myocarde ou à des troubles du rythme ou moins fréquemment à une mort subite. Symptomatologie de l'angor instable, les patients ont des symptômes d'angor, typiquement douleur ou pesanteur thoracique, typiquement douleur ou pesanteur thoracique si ce n'est pas la douleur de l'angor instable et habituellement plus intense, dure plus longtemps et provoquée par des efforts moindres, se produit spontanément au repos comme dans l'angor de décubitus, et évolutif crescendo ou présente une association de ces particularités. L'angor instable est classé en fonction de la gravité et de la situation clinique. Oui, on a des classifications d'angor instable selon Braunwald. Bon, on peut parler de cela, parce que qu'est-ce que tu penses? Bon, écoutez, on va parler de classification de l'angor instable selon Braunwald. Donc, si on parle d'intensité, on a 1, 2, 3. Sur l'intensité, classification 1, l'apparition d'un angor sévère ou aggravation d'un angor, pas angor au repos. L'intensité, donc classe 2, angor angor survenant au repos au cours des mois précédents, mais pas au cours de 48 heures précédentes, c'est-à-dire une désignation angor subaigu au repos. Et la troisième classe, donc angor au repos au cours de 48 heures précédentes, angor aigu au repos.
Donc moins de 48 heures. Moins que 48 heures. Donc, la situation clinique, on a ABC, A, développement secondaire à une pathologie extracardiaque qui aggrave à l'ischémie myocardique. Donc, ça, c'est encore instable secondaire. B, situation clinique, développement en l'absence de troubles extracardiaques, encore instable primaire, non, primitive, bon, primaire, et en situation clinique C, donc s'installe dans les 2 semaines après un infarctus du myocarde aigu. Encore instable post-infarctus du myocarde. Ça, c'est la classe C. Bon. Et concernant le système de classification de Langor, ça c'est la classification de Langor stable. On a donc classification instable que vous avez vient d'écouter, c'est la classification de Braunwald. Et on a on a aussi le système de classification de Langor de la Canadian Cardiovascular Society. Donc c'est la quatre classes. La première place, c'est effort intense, rapide, prolongé. Pas d'activité physique habituelle, par exemple marcher, monter des escaliers. Donc activité déclenchante des douleurs thoraciques, c'est effort intense, rapide, prolongé. Donc c'est quelque chose d'inhabituel pour ces messieurs-là, pour ces sujets-là. La classe 2, c'est l'activité déclenchante des douleurs thoraciques, c'est marche rapide, marcher en montée. Monter des escaliers rapidement, marcher ou monter des escaliers après les repas, froid, vent et stress émotionnel. Classe 3, activité déclenchante des douleurs thoraciques, marche même 1 ou 2 pattes de maison à rythme habituel et sur terrain plat. Et monter des escaliers même un étage. Même un étage provoque les problèmes. Eh bien, finalement, la 4e classe est activité déclenchante de douleurs thoraciques, toute activité physique, parfois survenant au repos. Donc, quand on dit on a des situations encore instables, c'est encore apparition récente au moins de classes de sévérité 3 de la classification de cette Canadian Society. Et augmentation de l'angor, c'est-à-dire angor diagnostiqué antérieurement, devenu nettement plus fréquent, plus sévère, de plus longue durée, ou de seuil à baisse, par exemple, augmenté de plus que première classe de ces sociétés, Canadian Society, aux classes au moins en classe 3 de la Canadian Cardiovascular Society. Donc, symptomatologie, on va continuer. L'angor instable est classé en fonction de la gravité de la situation. On a parlé de classification de l'angor selon Braunwald. Les autres éléments non considérés sont la survenue d'un angor instable chez un patient pour un angor chronique, des modifications transitoires des segments STT pendant la douleur, si vous avez réussi de l'enregistrer, bien évidemment. Eh bien, si l'angor se produit dans les 4-8 heures et qu'aucune pathologie extracardiaque n'est présente, le taux de troponine peut être mesuré pour estimer le pronostic. Une troponine négative indique un meilleur pronostic qu'une troponine positive. Donc, bien évidemment. Mais pas évidemment. Hein? Ok. Concernant le diagnostic de l'angor instable, c'est ECG en série, marqueur cardiaque sérié, coronographie immédiate en cas de complications, par exemple douleur thoracique persistante, hypotension, trouble du rythme instable. Donc instable encore, hein, vous pouvez mettre synonyme, c'est imprévisible. Si c'est quelque chose stable, la dernière lection c'était le angor stable, donc stable c'est prévisible, et c'est angor instable, donc imprévisible. Bien évidemment qu'angor instable est beaucoup plus dangereux qu'angor stable.
Donc, coronographie immédiate et coronographie semi-urgente, c'est-à-dire 24 à 48 heures, si le patient est stable. L'évaluation commence par un ECG initial et des ECG en série, puis des mesures en série des marqueurs cardiaques pour faire la distinction entre un corps instable et donc infarctus aigu du myocarde. On va parler de, si bon Dieu le veut, soit sans sous-décalage du segment ST, un STEMI, ou avec élévation du segment ST, STEMI. Donc un STEMI et STEMI. Cette distinction représente la clé de l'arbre décisionnel, car la fibrinolyse, bénéfique en cas d'infarctus du myocarde avec sous-décalage du segment ST, STEMI, pourrait augmenter les risques en cas d'infarctus du myocarde sans sous-décalage du segment ST, STEMI, en cas d'un corps instable. De plus, le cathétérisme cardiaque en urgence est indiqué en cas d'infarctus du myocarde avec sous-décalage du segment ST, STEMI, mais pas généralement dans l'infarctus du myocarde sans sous-décalage du segment ST, STEMI ou d'un corps instable. Et concernant l'ECG est l'examen le plus important et doit être effectué dès que possible, par exemple dans les 10 minutes qui suivent l'arrivée au patient aux urgences. C'est la première chose qu'on a fait. Les modifications de l'ECG telles que le sous-décalage du segment ST, le sous-décalage du segment ST ou l'inversion de l'onde de T peuvent survenir dans l'angor instable, mais ils sont transitoires. Marqueur cardiaque, en cas de suspicion d'angor instable, il faut effectuer un dosage très sensible de la troponine cardiaque. Lors de la présentation de première 2-3 heures plus tard, ou à 0 à 6 heures, si on utilise un dosage de troponine standard. La créatinine kinase n'est pas élevée dans l'angor instable, mais la troponine cardiaque, en particulier lorsqu'elle mesure à la tests de troponine en haute sensibilité, peut être légèrement augmentée, mais il ne respecte pas les crises de l'infarctus du myocarde au-dessus de la 99e percentile de la limite supérieure des références. Les patients qui présentent un angor instable et dont les symptômes ont disparu subissent typiquement une angiographie au cours de 24 à 48 heures, première heure, hospitalisation pour détecter des lésions pouvant nécessiter un traitement. La coronographie associe le plus souvent le diagnostic au traitement intervention coronarienne percutanée stent. Après le bilan initial et la mise en route du traitement, la coronographie peut être réalisée chez les patients qui restent ischémiques, signe ECG aux symptômes, ceux qui présentent une instabilité hémodynamique, une tachyarrhythmie ventriculaire récidivante ou d'autres anomalies qui évoquent une récidive ischémique. Le pronostic de l'angor instable, le pronostic après un épisode d'angor instable dépend beaucoup du nombre d'artères coronaires atteintes, des artères affectées et de la gravité de ces lésions. Pardonnez-moi. Par exemple, une sténose proximale de tronc commun, coronaire à gauche ou un équivalent, sténose proximale de l'artère IVA et de l'artère circonflexe, ont un pronostic plus défavorable que les sténoses distales, non évidemment, ou les sténoses artérielles d'une branche plus petite. La fonction ventriculaire gauche influence aussi fortement le pronostic. Les patients qui ont une dysfonction ventriculaire gauche significative, même ceux qui ont une maladie d'un ou deux vaisseaux, ont une seule inférieure indication de la révascularisation. Environ 30% des patients qui présentent un angor instable déclarent un infarctus du myocarde dans les 3 mois. La mort subite est moins fréquente. Des signes ECG marqués associés à une douleur thoracique indiquent un risque plus élevé d'infarctus du myocarde ou de décès ultérieur.
Traitement de l'angor instable, soins préhospitaliers, oxygène, aspirine, nitrate, et triage vers un centre médical approprié, traitement médicamenteux, médicaments antiplaquettaires, anti-angineux, anticoagulants, et dans certains cas d'autres médicaments, angiographie pour évaluer l'anatomie coronarienne, traitement de réperfusion, intervention coronarienne percutanée ou pontage aorto-coronarienne, rééducation et prise en charge chronique de la maladie coronarienne après la sortie. Eh bien, soins préhospitaliers, c'est oxygène, aspirine, nitrate, tirage vers un centre médical bien approprié, c'est-à-dire il y a des staffs qui peuvent se débrouiller, quoi. Voilà, qui peuvent se débrouiller. On doit mettre en place un bon accès intraveineuse, administrer de l'oxygène, généralement 2 litres par la voie nasale, mais franchement, c'est une chier, ça sert à rien. Et débuter d'une surveillance continue de l'ECG à une seule dérivation. Non, ça dépend, oui, pourquoi pas une seule dérivation. L'intervention préhospitalière par le personnel d'urgence, dont l'ECG est comprise d'aspirine masticable 325 mg, masticable. Quoi encore? La prise en charge de la douleur de la prise de nitrate peuvent réduire la mortalité et des complications. Les premières données diagnostiques des réponses au traitement permettent de déterminer la nécessité et le moment de révascularisation. Hospitalisation, classer les patients en fonction du risque et choisir le bon moment pour stratégie de réperfusion. Traitement par des médicaments antiplaquettaires, des anticoagulantes et d'autres médicaments en fonction de la stratégie des réperfusions. À l'arrivée en service d'urgence, le diagnostic du patient est confirmé, le traitement médicamenteux et le moment choisi pour la révascularisation dépend du tableau clinique chez les patients cliniquement instables en cas de symptômes persistants, d'hypotension ou d'arythmie persistante. L'angiographie d'urgence avec révascularisation est indiquée. Chez les patients cliniquement stables, donc prévisible, stable, prévisible, l'angiographie avec révascularisation peut être différée de 24 à 88 heures. Ouais. Donc, traitement médicamenteux de l'angor instable. Tous les patients doivent recevoir des antiagrégants plaquettaires, des anticoagulants et si la douleur thoracique est présente, des anti-angineux. Les médicaments spécifiques utilisés dépendent de la stratégie des réperfusions et d'autres facteurs. Leur sélection et leur utilisation sont abordées. Si vous trouvez médicaments dans le syndrome coronarien aigu, tout ça, c'est bien classé. Ce n'est pas le temps de parler de ça en détail. D'autres médicaments tels que les bêta-bloqueurs, les inhibiteurs de l'ESA, donc ESA c'est l'enzyme de conversion de l'angiotensine, quand on parle de l'inhibiteur, c'est un inhibiteur, et donc de l'ESA, d'un inhibiteur, c'est inhibiteur. Donc doivent être débutés lors de l'admission. En cas d'angor instable, les médicaments suivants doivent être administrés sauf contre-indication. Donc, médicaments antiplaquettaires, c'est aspirine, ou bien clopidogrel ou les deux, le prasugrel, c'est en mode maintenant, et le ticagrelor, sont des alternatives au clopidogrel. Entre nous, c'est la même chose. Hein. Bon, anticoagulants, héparine non fractionnée, ou des bas poids moléculaires, ou bivalirudine. Parfois, un inhibiteur de glycoprotéine 2B3 lorsqu'une intervention coronarienne percutanée est effectuée. Traitement des antigénaux, généralement nitroglycérine. Bêta-bloqueur, inhibiteur de l'enzyme de conversion. Et inhibiteur. Inhibiteur de l'enzyme. Inhibiteur, c'est inhibiteur.
Concernant le dosage, bon, ça dépend de la situation, c'est pas le moment de parler de ça. Et concernant la thérapie de réperfusion de l'angor instable, des médicaments fibrinolytiques qui peuvent être utilisés en cas de STEMI n'ont aucun effet favorable en cas d'angine instable, premièrement à cause de hémorragie, risque de grande hémorragie. Bien sûr qu'on a des risques de cette même hémorragie dans le STEMI, mais en comprenant ça, on prescrit parce que le taux de mortalité dans le STEMI sans fibrinolytique est bien élevé. Donc on comprend le risque. L'angiographie est généralement effectuée lors de l'administration, mais pas très précipitamment. Donc dans le deuxième, dès 24 à 24 heures de l'admission, si le patient est stable, donc encore prévisible. Ou immédiatement chez le patient instable, donc imprévisible. Par exemple, en cas de symptômes actuels d'hypotension, d'arythmie soutenue. Les signes angiographiques aident à déterminer si une intervention coronarienne percutanée ou de pontage aortocoronarien sont indiqués. Voilà. Piège à éviter. Bien que les médicaments fibrinolytiques puissent être utiles en cas de STEMI, ils ne montrent aucun bénéfice dans l'angor instable. On a bien compris ça, j'espère. Donc, rééducation de traitement après le retour à domicile, évaluation fonctionnelle, modification du style de vie, exercice régulier, modification de l'alimentation, perte de poids et sévrage tabagique, médicaments, poursuivre des médicaments, antiplaquettaires, bêta-bloqueurs, des inhibiteurs ou, pourquoi pas, ça dépend des statines. Mais statine. Ok, les patients qui n'ont pas subi de coronographies à l'admission, qui ne sont pas à haut risque, par exemple insuffisance cardiaque, angor récidivant, tachycardie ou fibrillation ventriculaire après 24 heures, complications mécaniques telles que nouveau souffle, choc, etc., et qui ont une fraction d'éjection plus que 40%, doivent habituellement effectuer un test d'effort ou quelque forme qui se soit avant ou peu après la sortie de l'hôpital. Donc on fait test d'effort et après on fait de la discharge, je crois. Et après on fait la sortie de l'hôpital. La maladie aiguë et le traitement de l'angor instable doivent être utilisés pour motiver fortement le patient à modifier les facteurs de risque. Il est possible d'améliorer le pronostic en évaluant l'état physique et émotionnel du patient, en discutant avec lui donnant des conseils sur le mode de vie, par exemple le tabagisme, régime alimentaire, travail, effort, et en gérant agressivement les facteurs de risque. Une fois sortis, tous les patients doivent poursuivre les médicaments antiplaquettaires, les angineux et d'autres médicaments appropriés en se basant sur les comorbidités. Eh bien, point clé, key points. L'angor instable correspond à un nouvel angor, ou angor au dérepos, ou l'aggravation d'un angor chez les patients dont les marqueurs cardiaques ne répondent pas aux critères d'infarctus du myocarde. Les symptômes de l'angor instable comprennent l'apparition ou l'aggravation de douleurs thoraciques ou la survenance d'une douleur thoracique au repos. Les diagnostics reposent sur l'ECG et les marqueurs cardiaques en série. Les traitements immédiats comprennent de l'oxygène, des antigéneux, des antiplaquettaires et des anticoagulants. Et chez les patients présentant des symptômes continus, une hypertension ou une arythmie soutenue, effectuer immédiatement une angiographie. Chez les patients stables, donc prévisibles, réaliser une angiographie dans les 24 à 48 heures suivant l'hospitalisation. Après récupération,
commencer ou poursuivre un traitement par des médicaments antiplaquettaires, des bêta-bloqueurs, inhibiteurs, etc. 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 Et bon, mes amis, c'est largement suffi pour le hangar instable. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à mon chaîne YouTube Dr. Y. Dr. Y, c'est moi. Donc, abonnez et suivre cette chaîne-là. Bon, que Dieu vous garde et protège. Ciao.